Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 janvier 2021. Aujourd'hui, ce soir, je vous parle de En lisant, j'allais dire en écrivant, oui, le titre de Julien Gracq, En lisant, en écoutant, de Vincent Lainé, publié aux éditions Les Impressions Nouvelles. Alors, c'est un livre qui nous raconte, c'est un livre qui fourmille d'anecdotes avec, oui, avec les écrivains les plus importants du 19e siècle. Ils sont convoqués Victor Hugo, Flaubert, Alfred de Musset, Baudelaire, et ils nous racontent, ils nous narrent dans le détail avec beaucoup de détails euh, ce qui se passait dans les cénacles. Et il fait également aussi des parallèles avec la peinture, hein, le célèbre tableau de Fantin-Latour, où on voit entre autres Rimbaud et Verlaine. Alors qui nous dit, ce tableau-là nous dit un peu euh, l'atmosphère qui pouvait régner. Alors donc, de la lecture à voix haute, c'est un sujet évidemment que vous vous en doutez bien, m'intéresse infiniment. Et il nous dit tout de suite, Vincent Lainé, qu'on ne peut pas séparer l'auteur, la voix de l'auteur avec le texte. Et si vous vous livrez à cet exercice, à mon avis très important, de lire à voix haute, euh, il y a des voix, il y a des textes qui vont, avec lesquels on va naturellement retrouver notre respiration, le rythme. Et d'autres où c'est plus difficile. Alors il y aurait non seulement il y aurait le texte, qui est le texte même, qui est indissociable de la voix de celui qui l'a écrit, mais il y aurait une sorte de fusion entre un, un orant, si je puis dire, un lecteur, avec le texte lu. Et certains textes, nous aurions plus de facilité à les lire que d'autres. J'en ai pour preuve ici qu'il m'est infiniment plus facile, pour une raison que je m'explique mal, j'ai plus de facilité à lire un texte à voix haute d'un auteur québécois. Tout de suite, est-ce les accents, est-ce le rythme de la phrase, est-ce que j'oserais même dire les anglicismes qui font que c'est beaucoup plus facile, ou peut-être même, j'irais plus loin que ça, l'effort que font certains auteurs québécois pour écrire correctement la langue française, qui est, d'une certaine manière, une langue étrangère pour nous. Il y a toujours un moment dans la vie d'un auteur québécois, et généralement ça arrive assez tôt, où il ne veut pas être un auteur québécois. Il veut être un auteur universel. Alors, assez rapidement dans son parcours, et à un moment donné, moi je sais que souvent à ma librairie, rencontrais de jeunes écrivains qui se défendaient d'être des auteurs québécois. Et je leur disais toujours, ouais, mais qui va te définir? Est-ce que tu vas te laisser définir par les autres? Et pour les autres, pour tous les autres, t'es un auteur québécois. Alors, ce que nous dit Vincent Lainé aussi, c'est que non seulement, bon, dans ces cénacles où se regroupait un tout petit nombre de poètes, avec évidemment des affinités, soit par la popularité, soit par l'origine. Alors certains poètes belges, par exemple, qui montaient à Paris, eh bien, se réunissaient entre eux. Alors,
Alors, l'exercice de lire, c'était aussi le stade initial avant l'impression. Alors, on testait le texte avant d'aller chez l'imprimeur. Et parfois, on pouvait peut-être retenir certaines suggestions, et certains auteurs étaient de mauvais interprètes de leur propre texte. Tant et si bien que certains d'entre eux n'hésitaient pas à engager des comédiens pour interpréter. Alors, il y a aussi la question de la durée. De la durée. Certains, il ne fallait pas ennuyer. Une lecture trop longue pouvait, ou mal lue, mal interprétée, pouvait provoquer, sinon l'ennui, même l'hostilité, même de l'agressivité. Alors, comme un mauvais spectacle auquel on serait forcé d'assister et qu'on ne pouvait pas se lever et quitter la salle. Aujourd'hui, avec la technologie, certains auteurs sont lus par d'excellents comédiens. Bon, Lucchini s'était livré à cet exercice-là avec Le Voyage au bout de la nuit, par exemple. Lucchini, qui est un extraordinaire interprète de texte. Mais la technologie permet de couper, de découper et de recoller les passages manquants ou les hésitations, ou là où le souffle a manqué. Alors, l'aîné, il nous raconte tout ça. Alors, ce n'est pas une étude savante. Il s'en défend bien, d'ailleurs. Il n'a pas utilisé une grille sociologique. Et il juge que la méthode qu'il a utilisée est une méthode en pointilliste. Alors, c'est tout à fait réussi, c'est amusant, on y apprend un tas de trucs. Et je pense que d'une certaine manière, cette lire en cénacle survit, en tout cas au Québec, on est très friand de ça, les soirées de poésie, où des lecteurs grimpent sur une scène, des poètes grimpent sur une scène et offrent à l'assemblée réunie leur composition. Malheureusement, je dois avouer que certains d'entre eux interprètent et lisent mal leur propre texte, avec trop d'emphase, trop de colère, et ils veulent secouer parfois ce qui semble une écoute religieuse, mais qui est en fait une apathie. Certains publics sont plongés dans une sorte de torpeur, et là, il y a des poètes qui s'annoncent sur scène et qui gesticulent et qui en font beaucoup pour réveiller l'auditoire. Ça aussi, c'est lassant. Il faudrait pouvoir lire quasiment, je pense, il faudrait pouvoir lire quasiment dans le noir pour pouvoir roupiller sans attirer l'attention. Par contre, cependant, certains poètes lisent avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité certains de leurs textes. Et là, c'est une merveille. Et leur texte est en phase, est en harmonie avec le grain de leur voix. Alors, je vais vous en parler, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais je vais revenir sur ce livre-là. Je vous ai promis d'être avec vous. L'atmosphère, elle est difficile, vous le savez. Hein? Nous sommes en confinement à nouveau. Il y a un couvre-feu qui entre en vigueur à compter de 20 heures. Les rues sont étonnamment silencieuses et la nuit, on n'entend plus rien du tout. C'est incroyable. Cette impression d'être revenu avant l'ère industrielle. Mais moi, je continue à ouvrir ma boutique, en fait, même si le public n'y a pas accès. Je partage, mais je n'écris pas. D'habitude, j'écris beaucoup sur les réseaux, et là, j'écris pas du tout. J'écris pas du tout pour une raison bien simple, je n'ai rien à dire. Hein? La fameuse phrase d'Albert Cossery, « Quand je n'ai rien à dire, je n'écris pas ».
Alors, je vais vous lire un passage concernant Flaubert, qui était très, très friand de ces soirées. Un duo de flûte et de violon. Comme Baudelaire, Flaubert avait un goût particulier pour la lecture à haute voix. Toute sa vie, il récita avec gourmandise les auteurs qu'il idolâtrait. Transporté par le tableau du départ des conquistadors que Heredia avait brossé en tête de sa traduction de Bernard Diaz, l'auteur de Salammbô en déclamait des passages dans des réunions d'amis, debout sur une table. Il récitait aussi par cœur des scènes de Molière, des fragments de l'Esprit des lois, des périodes de Bossuet ou des vers du Père Hugo. Sa préférence allait toutefois au grand enchanteur Chateaubriand, dont il exaltait le génie rythmique, comme en témoigne cette page du Journal des Goncourt du 21 avril 1861. Nous causons de la difficulté d'écrire une phrase et de donner du rythme à sa phrase. Le rythme est un de nos goûts et de nos soins, mais chez Flaubert, c'est une idolâtrie. Un livre pour lui est jugé par la lecture à haute voix. Il n'a pas de rythme. S'il n'a pas coupé selon le jeu des poumons humains, il ne vaut rien. Et de sa voix vibrante, à l'emphase sonore qui balance des échos de bronze, il déclame, en le chantant, un morceau des martyrs. Est-ce rythmé, cela? C'est comme un duo de flûte et de violon. Pour Flaubert, la lecture n'est pas un exercice anodin. C'est une pierre de touche grâce à laquelle s'évalue sans risque d'erreur la perfection musicale d'un texte. Quand il avait fini un morceau, se souvient Maurice Dreyfus, il se le relisait à soi-même, à haute voix, pour s'assurer du rythme et de l'harmonie de sa phrase. Il refaisait un nombre illimité de chaque fragment jusqu'à ce qu'il en fût satisfait que par les yeux et par l'oreille. Aux yeux de Flaubert, un livre est une partition et la voix un outil infaillible pour différencier la bonne littérature de la mauvaise. Ben voilà. Où est-ce que je continue ou je vous en reparle? Ouais, je vais plutôt vous en reparler à un autre jour. Sans doute dans les prochains jours. Je vous ai toujours promis cette critique de Roue libre de Cécile Guilbert. Mais n'ayez crainte, je vais le faire. Mais cette affaire-là de tester par l'oreille un texte m'apparaît assurément comme une méthode en fait infaillible. Ce qui faisait dire à Hemingway que nous écrivions avec l'oreille. Alors, il faut avoir l'oreille pour entendre un texte. Hein? Il faut avoir l'oreille pour lire un texte. De la même manière qu'il faut une oreille aussi pour voir un tableau. Hein? On ne regarde pas un tableau qu'avec les yeux. On le regarde également avec l'oreille. Qu'est-ce que ce tableau-là provoque chez nous et dans notre esprit? Et quelle petite musique, quelle petite mécanique se met en mouvement lorsqu'on est mis en présence d'une œuvre vibrante, d'une œuvre qui irradie. Hein? Alors, il y a des phrases qui s'enchaînent, qui s'enclenchent. Il faut... et j'aurais même tendance à dire que, évidemment, il y a un bavardage. Hein? Le bavardage, là, on marmonne. Hein? On marmonne des bouts de phrases.
Les gens qui vivent seuls se parlent à eux-mêmes. Hein. C'est une façon d'entrer. Et rien n'est plus triste aussi que des gens qui vivent ensemble et qui monologuent. Faut toujours être à l'écoute. Mais quand on est à l'écoute de tout ce qui nous fait entrer dans une dimension supérieure de réceptivité, eh bien, il faut rester à l'affût. Il faut rester à l'affût de ça et il faut, d'une certaine manière, ne pas laisser trop de place au ressassement, hein, au ressassement verbal. Céline avait réussi le Céline deuxième manière avec d'un château l'autre, par exemple. Il avait réussi à rendre cet inlassable blabla du cerveau. Mais toutes nos activités visent aussi à soit alterner avec ce blabla-là de notre esprit, avec du remplissage infini. Alors, par des produits culturels de peu d'importance. Alors, je vous remonte le livre encore à nouveau et je vais vous en reparler. Vincent, beaucoup de questions sont soulevées là-dedans, hein, des questions d'écriture, comme vous avez pu le comprendre. En lisant, en écoutant, publier les impressions, nous, aux éditions Les Impressions Nouvelles. Je vous remercie avec moi, je pense que c'était ma 12e vidéo consécutive. Je travaille fort ces temps-ci, je vous cacherai pas, là, je travaille fort. Et dans une sorte de... Moi, je suis nourri par les autres. Alors, je crois pas... mais j'aime bien l'alternance entre la porte de la boutique qui s'ouvre et après, je retourne dans mes livres, me promène dans ma bibliothèque et après, je retourne dans ma librairie, je prends des livres de ma bibliothèque, je les mets dans la librairie. J'aime bien ce va-et-vient entre l'intériorité et l'extériorité. Mais là, je suis, comme beaucoup d'entre nous, je suis condamné à l'intériorité. Mais je le vis sans doute moins mal que beaucoup de mes contemporains. Ah, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et je ne crains pas de le dire. À demain.